Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du lundi politique, le dernier du mois de septembre. Comme depuis la rentrée de notre émission, nous arpentons les communes qui ont vu un nouveau maire prendre place en juin dernier. Et ce soir, nous allons dans le sud et singulièrement à Ducos, une commune pour laquelle la bataille était âpre entre trois candidats. Et pour cause, le maire sortant Charles-André Mancé ne se représentait pas. Et jusqu'à la veille du second tour, il a laissé planer le doute sur son soutien au candidat de son choix. Finalement, il a, j'ai envie de dire, sans surprise, pour ceux qui suivent un petit peu la politique, il a adoubé la plus jeune d'entre les trois candidats, à savoir Aurélie Nella, celle qui était déjà en tête à l'issue du premier tour, a surfé sur sa dynamique pour accentuer son avance, reléguant Louis-Marie Sainte et Marius Narciso à plus de 1000 voix. Celle qui était déjà conseillère exécutive, attachée parlementaire du député Nilor, a poursuivi son ascension politique express, devenant à 35 ans la plus jeune élue de l'île. Une jeunesse d'ailleurs souvent pointée du doigt par ses détracteurs, mais qui ne l'empêche pas d'affirmer sa fermeté et ses ambitions. Certains y voient des défauts, d'autres des qualités qui pourront l'amener loin en politique, loin. D'aucuns d'ailleurs l'imaginent même comme tête de liste en mars prochain, arguant qu'elle serait moins clivante, plus travailleuse et surtout ayant moins d'ennemis en politique eu égard à son jeune âge. À l'exception peut-être de ses ex-camarades du MIME. Notre invitée ce soir est Aurélie Nella, la maire de Ducos. Bonsoir Aurélie Nella. Bonsoir Cédric Catan, bonsoir aux auditeurs de RCI et à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir aux Ducosaises et aux Ducosais bien sûr. Évidemment. On vous précise que cette émission est à suivre en live Facebook sur notre page RCI Martinique. Aurélie Nella, comment allez-vous depuis 3 mois ? Je vais bien, depuis l'élection, depuis l'investiture et ces premiers mois de prise de fonction. Je suis bien entourée. Je voudrais saluer d'ailleurs mon équipe municipale et l'ensemble du conseil municipal d'ailleurs, quels que soient les clivages qui peuvent exister. Et puis bien entendu le personnel municipal, car comme j'ai toujours eu à le dire, un élu sans la puissance communale ne va nulle part. Donc il est important aussi de saluer ce personnel et puis bien entendu de saluer la population qui, je l'espère, se rend compte des efforts qui sont réalisés depuis ces quelques semaines de fonction et qui nous amèneront, je l'espère, à faire du bon travail durant toute cette mandature. Pour ne rien cacher, j'étais présent lors de votre victoire, au soir de votre victoire à Ducos, et j'ai observé une certaine forme de sérénité, j'ai envie de dire, au moment de la déclaration des résultats. Peu d'effervescence, on a envie de dire, on a presque l'impression que pour vous, ça tombait sous le sens. En tout cas, il n'y avait pas de stress ou de joie extrême. Alors peut-être que ma joie était contenue, mais la satisfaction était bel et bien au rendez-vous. Je ne dirais pas que c'est un exploit, mais c'est quand même une victoire qui peut sembler surprenante pour une première candidature. Pour une tête de liste femme jeune par ailleurs, c'est vrai que c'est un profil qu'on n'avait pas l'habitude de voir en fonction, en tête de liste. Et aujourd'hui, le pari a été gagnant. La population nous a fait confiance. Il faut dire qu'il y a eu aussi une élection un peu particulière, puisqu'il y a eu un premier tour en mars, ensuite une période de confinement, d'incertitude. On ne savait pas si le deuxième tour aurait eu lieu dans les semaines qui suivent ou si l'élection allait être remise en cause. Enfin, il y avait quand même c'était vraiment une élection assez particulière. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement ? Parce que finalement, l'écart de voix est assez impressionnant entre vous et le second et le troisième, alors qu'on pensait que ça se jouerait dans un mouchoir de poche. Alors, le premier tour avait déjà donné une indication, mais rien n'était acquis. Et au deuxième tour, effectivement, plus de 900 voix de différence avec le deuxième candidat. Je crois que ça traduit une volonté de changement, une volonté de renouveau. Et puis nous avons mené une campagne digne, une campagne dynamique, une campagne de proximité, une campagne nourrie des échanges que nous avons pu avoir avec les différents acteurs de la vie ducossaise, puisque nous avons organisé des réunions thématiques et nous avons surtout mené une campagne propre, je dirais en tout cas basée sur des idées, des propositions et une dynamique qu'on a voulu impulser au plus près de la population et à travers cette démocratie participative que nous mettons d'ores et déjà en œuvre. Et je pense que c'est ce qui a séduit la population. Et on sait que la campagne était très tendue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à apaiser ces tensions, à ramener tous les Ducossais autour de votre projet ? Alors, je crois que globalement, la population réagit positivement. Lorsque je rencontre les agents municipaux ou la population de Ducos et partout ailleurs d'ailleurs,
je suis beaucoup encouragée et je profite pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant toute cette période, parce que ça n'a pas été évident pendant la campagne. Les fonctions aussi sont de grandes responsabilités, mais je crois que il y a quand même une bonne adhésion. En tout cas, c'est ce que je perçois, et j'espère que ça va durer surtout. On sait qu'il y avait beaucoup d'agents qui étaient passablement inquiets au soir de votre victoire. Ils ne l'ont pas caché. D'autres disent que voilà, vous les rencontrez beaucoup en ce moment. Même certains parlent de réunionnite aiguë avec les agents municipaux. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous les rassurez, parce qu'on sait que la situation financière de la commune est difficile. Vous les mettez au travail. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre vous et les agents? Alors pour moi, c'est important d'être au plus près des agents. Donc avec mon équipe, nous les avons rencontrés service par service. Nous avons pris le temps nécessaire pour le faire, pour rassurer la population, pour l'éclairer aussi sur les choix que nous entendons faire, pour susciter aussi son adhésion, comme je l'ai dit, parce que c'est très important. Et puis pour qu'il y ait aussi une véritable prise de conscience de la situation. Donc oui, j'organise chaque semaine une réunion avec les différents chefs de service. J'organise aussi chaque semaine des réunions avec les responsables du service technique de tous les secteurs des services techniques, enfin, aujourd'hui, on a un directeur des services techniques qui est absent. Et nous avons une direction assurée par intérim, par un binôme. Mais je réunis les chefs d'équipe aussi, parce que je pense qu'il faut aussi responsabiliser les chefs d'équipe et qu'on prenne conscience qu'on est vraiment ensemble dans le même bateau. C'est souvent l'image que je prends. La barque est lourde, la barque, elle pèse, mais il faut qu'on rame tous dans le même avancer un temps soit peu, et pour faire la commune avancer au service des Ducosais et des Ducosais. On sait que le rapport de la Chambre régionale des comptes préconisait justement une réduction de ce nombre d'agents. Est-ce que aujourd'hui maintenant que vous êtes en fonction, vous avez avancé quant à cette réflexion? Alors, la Chambre régionale des comptes préconisait deux choses. Elle préconisait l'augmentation de la fiscalité ou la réduction de la masse salariale. Nous avons pris le pari, nous l'avons dit, c'était un engagement de ne procéder à aucun licenciement. Donc c'est ce que nous attelons à faire. Ça veut dire qu'il y a une augmentation d'impôts alors? Il faut rappeler, pas du tout. Je pense qu'il y a différentes marges de manœuvre que nous pouvons actionner. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais aujourd'hui, nous estimons qu'il ne faut pas augmenter les impôts, car il faut en face qu'il y ait aussi un service public qui soit de qualité. Donc pour l'instant, il y a un gel de la fiscalité, bien entendu. Il y a aussi une absence de licenciement, mais par contre, nous travaillons sur la masse salariale, donc il n'y a pas de remplacement pour l'instant. Il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés et des contrats sur des postes assez importants. Donc ça nous permettra aussi de faire des économies de ce point de vue. Mais je crois qu'il faut surtout, effectivement, impulser cette dynamique d'amélioration de la qualité du service public. C'est d'ailleurs la mission confiée à la deuxième adjointe, Françoise Aden-Petit, qui a engrangé un certain nombre de chantiers, parce que nous nous sommes rendus compte qu'il faut faire tout simplement de ce personnel municipal un atout. Il y a une véritable réorganisation, on sait qu'elle est responsable des ressources humaines, c'est ça? Donc en fait, il y a une réorganisation globale des services de la mairie? Il y a une réorganisation, il y a des redéploiements, donc il y a des chantiers au niveau des ressources humaines qui ont été engagés, et notamment des chantiers de mutualisation pour qu'il y ait une meilleure qualité, une meilleure efficience du service public. C'est notamment le cas sur tout ce qui concerne les espaces verts, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte, et ça a été une commande de la Chambre régionale des comptes, qu'il fallait diminuer le marché nettoiement de la ville, qui est le marché le plus important de la ville, plus d'1 million d'euros à l'époque. Donc, il a fallu réinternaliser un certain nombre de tâches, et il y a eu une organisation de l'entretien des espaces verts. Ça veut dire que vous avez mis les agents au travail, comme on dit? Alors, je ne sais pas s'il faut dire qu'on les met au travail, mais en tout cas, le discours, c'est celui-là. Nous avons chacun une responsabilité, collectivement et individuellement, et il faut que chacun en prenne conscience. Nous avons quand même plus de 500 agents, donc ce n'est pas rien, c'est une masse salariale qui est importante. Aujourd'hui, à nous de relever ce défi en fournissant donc à la population et aux agents eux-mêmes qui font partie de la population, qui sont pour la plupart des Ducosais et des Ducosais, une qualité de service public qui soit au rendez-vous. Donc, bien évidemment, il faudra patienter pour voir les effets de manière un petit peu plus visible, mais je crois que le ton est déjà donné, et d'ailleurs, certaines propositions de mutualisation viennent des services eux-mêmes
qui ont donc adhéré à la démarche que nous avons entreprise. C'est vrai pour... Mais ça ne sera pas suffisant, Aurélie Nella. Est-ce que vous avez fait un audit financier, par exemple, pour savoir véritablement, connaître véritablement la situation réelle de la ville? Il est dans les tuyaux financiers et organisationnels. Il y avait déjà un certain nombre de préconisations qui avaient été faites, alors à la fois par la Chambre régionale des comptes, mais par un protocole financier qui avait été établi à l'époque avec l'AFD, qui avait accepté d'accompagner la ville en 2015. Aujourd'hui, il faut faire le bilan. Et nous avons des comptes à rendre aussi à la Chambre régionale des comptes. Donc, au 21 octobre, nous devrons apporter des éléments de réponse, notamment sur les différentes recommandations de la Chambre. Elles sont plus d'une vingtaine de recommandations qui concernent à la fois notre qualité comptable, mais aussi tous les aspects liés aux ressources humaines, parce qu'il y avait des dysfonctionnements. Et la Chambre fixe à près de 2,4 millions les avantages indus qui auraient été perçus. Donc aujourd'hui, il faut assainir la situation. Vous avez revu justement toutes ces primes? Tout à fait. Donc nous avons surtout engagé une démarche partenariale avec les organisations syndicales. Comment c'est accepté justement quand vous serrez la vis et vous dites désormais voilà toutes ces primes indues dixit la Chambre régionale des comptes ne seront plus versées? Mais c'est la loi qui nous l'impose. Pour respecter le cadre, nous devons nous y conformer. Aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes a fait ses recommandations. Aujourd'hui, elle nous demande des comptes. Nous n'avons pas le choix. Donc, nous avons d'ailleurs entamé ce processus partenarial avec les organisations syndicales pour mettre les choses à plat, pour agir en transparence avec eux. Nous avons reçu chacun des syndicats au moment du vote du budget. Nous les avons encore reçus lorsqu'il s'est agi de discuter sur les recommandations de la Chambre régionale des comptes, et nous leur avons même demandé de nous faire des propositions. Donc la semaine dernière, nous avons eu le retour d'un des syndicats. Nous attendons le retour du second syndicat, mais nous espérons, en tout cas, les échanges ont été très cordiaux. Je crois que tout le monde a bien conscience des difficultés que la ville connaît, mais qui ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Et cette masse salariale doit nous permettre aussi de pouvoir proposer de nouveaux services au DUCOSAI. Et c'est ce que nous employons à faire d'ores et déjà. Oui, Léna, là, vous avez parlé du budget. L'opposition argue qu'il n'y a pas de restriction réelle dans le budget qui a été voté et qu'il apparaît comme insincère. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, je répondrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas agir sur la masse salariale d'un claquement de doigts. Je ne peux pas arriver en responsabilité et arguer que la masse salariale sera diminuée parce que c'est là le plus gros poste de dépenses. Il y a par contre des efforts à faire, notamment sur les différents chantiers que nous avons. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail opéré aujourd'hui par les services techniques qui ont été à pied d'œuvre d'ailleurs pour organiser une réussite, une rentrée, je dirais, réussie. Il y a des efforts qui sont faits, des marchés qui sont lancés dans différents domaines où ça n'était pas encore le cas. Je pense notamment au marché téléphonie qui sera lancé. Là aussi, c'est un gros poste de dépenses pour la ville. Donc, nous tentons autant que faire se peut. Pour être plus clair, réduire le nombre de portables, qu'est-ce que vous entendez par là? Réduire le nombre réduire la flotte de téléphonie mobile, en tout cas la réorganiser et lancer un marché qui permettra de faire une mise en concurrence, qui nous permettra de dégager, je l'espère, des économies substantielles. Il y a un travail qui avait déjà été engagé pour réduire les charges à caractère général, pour repérer un certain nombre de dépenses qui n'avaient pas lieu d'être. Je pense notamment à un certain nombre de compteurs d'eau, d'électricité qui avaient fleuri un peu partout dans DUCOS et qu'il a fallu fermer. Et je pense à toute une série d'efforts que nous faisons pour limiter la casse, je dirais. C'est quoi votre objectif financier? On va pas parler de ce budget, on va dire que c'est un budget qui court sur 6 mois, mais pour le prochain budget, est-ce que vous vous êtes donné un délai pour assainir la situation financière de la ville? Alors, pour assainir la situation de la ville, ça prendra vraisemblablement la mandature. Aujourd'hui, nous nous battons pour rééquilibrer les chiffres. Il faut dire que nous arrivons dans un contexte un peu particulier, un contexte lié aux choix qui ont été faits précédemment. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi un basculement à 35 heures d'agents, notamment de la Caisse des écoles. Donc, c'est un poids supplémentaire pour la ville. Nous arrivons aussi dans un contexte Covid un peu particulier qui a engendré une baisse de recettes pour la ville et parallèlement des dépenses supplémentaires. Notamment, nous avons lancé des marchés pour nos écoles, pour adapter nos écoles aux mesures Covid, donc près de 200 000 euros. Nous avons aussi
nous avons dû aussi engager un certain nombre de dépenses en matière de ressources humaines. Et là, nous travaillons sur des redéploiements. Donc, vous avons prenez où cet argent? Est-ce que vous êtes allé voir des organismes? Est-ce que certains vont vous prêter? Vous ont assuré des organismes bancaires? Vous ont assuré? Alors bien entendu, il s'agit de réduire le train de fonctionnement et de mobiliser aussi différentes recettes. Donc là, par exemple, nous avons mobilisé une subvention de la CAF qui était dans les tuyaux, qui n'avait pas encore été mobilisée, et nous l'avons fait. Donc nous mobilisons tous les dispositifs qui existent. Nous sommes en partenariat aussi. Ça rapportait combien? Alors c'est près de 150 000 € qui ont pu être engrangés par la ville. Ce n'est pas rien. Et nous continuons, nous faisons la chasse au gaspillage et nous mobilisons tous les dispositifs qui peuvent exister. Et puis bien entendu, nous avons tenté de mobiliser effectivement les subventions qui étaient déjà, je dirais, dans les tuyaux, ne pas les perdre, parce que là aussi, il y avait un enjeu de dégagement, tout à fait. Et puis, nous avons bien évidemment contacté l'AFD. Nous étions en séance de travail avec le directeur de l'AFD et ses collaboratrices l'Agence française de développement, tout à fait, qui est le partenaire financier des collectivités. Nous les avions déjà rencontrés en juillet. Nous les avons rencontrés encore la semaine dernière. Et tout cela est en bonne voie dans l'intérêt de la ville, à la fois en termes d'appui financier pour conforter la ville dans ses projets, et un appui aussi en termes d'ingénierie, puisque nous avons aussi besoin d'ingénierie en interne pour monter ces dossiers. Les 18h46, dans ce lundi politique, nous recevons Aurélie Nella, maire de Ducos. Aurélie Nella, votre début de mandature aussi a été marqué par quelques polémiques, notamment lors des premiers conseils municipaux concernant votre indemnité de maire. Aujourd'hui, est-ce que vous dites que vous avez bien joué finalement cette partition? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de rentrer dans des polémiques. J'essaie, autant que faire se peut, de ne pas rentrer dans ce qui pourrait être assimilé à du cancan. Concernant mes indemnités, je le dis, je ne me suis pas augmentée. Les indemnités sont calculées en fonction d'une enveloppe liée à la population. Donc l'enveloppe globale, elle n'a pas changé. La fameuse majoration de 15% dont certains ont parlé, elle existait à l'époque de Charles-André Mancé, elle existait même à l'époque de Lucien Sylla. Donc aujourd'hui, je considère qu'il n'y avait vraiment pas lieu de rentrer dans des polémiques. L'augmentation en tant que telle du montant de mon indemnité est simplement liée au fait que dans mon équipe, il y a moins d'élus percevant des indemnités. Donc mécaniquement, l'indemnité qui revient au maire est plus importante. Elle est de 2200 € net. Par ailleurs, tous les anciens maires avaient des véhicules de fonction, ce qui n'est pas mon cas. J'ai fait le choix de garder mon véhicule personnel et toutes les dépenses y afférentes, essence, assurance, etc., entretien, etc. Aujourd'hui, alors certains disent que cet argument tient, mais qu'en même temps vous avez gardé justement d'autres casquettes. Pourquoi vous ne vous êtes pas séparé de, je ne sais pas, vous êtes conseiller exécutif, vous êtes attaché toujours parlementaire. Est-ce que vous avez le temps déjà, de vous occuper de toutes ces missions? Alors, je dois dire, pour répondre à la polémique sur les indemnités, ce serait quand même assez politiquement incorrect d'arriver dans une commune en difficulté et que le maire augmente ses indemnités. Ça n'aurait pas eu de sens. Et je regrette que certains n'aient pas pris le temps de cette réflexion pour réaliser qu'il s'agissait tout simplement d'une répartition d'une même enveloppe. Concernant mes autres fonctions, il n'y a pas d'incompatibilité entre ma fonction de maire et ma fonction de conseillère exécutive à la collectivité territoriale. C'est le cas aussi pour Yann Monplaisir, qui est aujourd'hui maire et toujours vice-président de la collectivité territoriale à l'Assemblée, tout à fait. Le maire précédent était aussi à la fois vice-président de l'Espace Sud et conseiller territorial à la collectivité territoriale de Martinique. Je crois que la question ne se pose pas uniquement pour moi. On a le temps de s'occuper de toutes ces fonctions? Alors, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu plus compliqué, puisque nous avons entamé une mandature dans ce contexte particulier, avec le Covid, avec la pression de la Chambre régionale des comptes, parce que nous étions quand même sous des impératifs, sous pression, avec des comptes à rendre. Aujourd'hui, ça va un peu mieux et il est plus aisé d'assumer ces casquettes, même si je l'avoue, ce n'est pas forcément toujours évident, mais nous sommes en fin de mandature CTM et je crois que c'est vraiment aussi important de pouvoir toucher du doigt
la pratique, je dirais, de proximité. Et d'ailleurs, Vous voulez garder un petit pied dans la CTM. Mais c'est important. La CTM, pour le futur. Je crois que ce sont aussi des fonctions qui sont complémentaires. Pour savoir ce qui s'y passe au sein du conseil exécutif. Voilà. On sait que la campagne débutera incessamment sous peu. Comme on dit, le mercato est ouvert. On va y venir à cette élection, même si personne n'en parle véritablement, mais c'est dans les tuyaux. Donc c'est aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi un acte politique de rester aussi au sein de la CTM, sachant on connaît vos désaccords avec le président du conseil exécutif? On connaît mes désaccords. On aurait pu penser que vous auriez démissionné. Alors, j'ai d'excellents rapports avec mes collègues et avec les agents, les collaborateurs de la collectivité territoriale que je tiens d'ailleurs à saluer parce que ça a été une mandature qui, malgré certains remous politiques et certaines déceptions sur certains dossiers, et notamment, par exemple, le chantier que j'avais voulu entamer de nouveaux dispositifs d'aide aux étudiants, qui tiendrait davantage compte de certaines filières, un meilleur accompagnement sur tout le long des études et puis la valorisation des parcours et des profils. C'est vrai que j'ai une déception à ce niveau, mais par ailleurs, ça a été une mandature très enrichissante. Une mandature avec des collaborateurs avec qui nous avons pu monter des projets, je pense notamment à Chercheurs en valeur, qui a permis de sortir simplement de l'attribution d'aide, d'attribution de bourse, mais pour aller davantage en profondeur et s'intéresser davantage à ce que faisait la jeunesse martiniquaise. Et de ce point de vue, c'est pour moi une belle satisfaction. La mandature a été aussi compliquée, particulièrement à l'université, où il y a des tensions qui persistent avec une gouvernance. Exactement, avec une gouvernance qui n'entend pas raison sur certains aspects et c'est regrettable. Mais en dehors de cela, ça a été une expérience très enrichissante, une expérience qui est porteuse, et on se rend compte aussi de la complémentarité des fonctions. Je reviens de réunion à l'Espace Sud en commission développement économique avec la présidente Maryse Jean-Marie, où nous avons adapté le dispositif d'aide aux entreprises, le dispositif d'aide Covid aux entreprises. Et ce dispositif, il a été adapté, notamment sur la base des remontées que nous avons eues des chefs d'entreprise lors de la caravane qui a été lancée à Ducos par l'Espace Sud et la ville de Ducos. Donc, nous sommes vraiment dans cette démarche d'être plus près de la population, au plus près des acteurs. Parlons de cette caravane des élus. Vous avez lancé une caravane des élus. Et d'adapter les dispositifs. Certains disent que c'est une caravane de campagne pour la CTM. Qu'est-ce que vous leur répondez? Absolument pas. Vous arpentez chaque week-end les différents quartiers de Ducos, voilà, avec vos adjoints, c'est cela? Oui, avec les élus adjoints comme les non-adjoints d'ailleurs. L'idée, c'est vraiment de cette caravane. Nous l'avons dit pendant la campagne et c'était un engagement. Tous les Ducosais doivent pouvoir connaître leur conseil municipal, les élus référents de quartier. Donc, c'est une initiative que nous avons prise. Nous l'avions d'ailleurs annoncée bien avant parce que je m'étais rendu compte en discutant avec la population que certains ignoraient les fonctions de leurs élus alors même qu'ils vivaient parfois dans le même quartier et qu'ils se connaissaient. Partant de ce principe, je me suis dit, il faut absolument que nous lancions une caravane des quartiers, qu'aucun Ducosais ne puisse dire « je ne connais pas les élus du conseil municipal ». C'est vraiment ça le but de cette caravane des quartiers. Et puis d'appeler la population à se mobiliser, à s'impliquer dans les comités de quartier qui seront créés pour... Vous allez les mettre, parce qu'on a entendu ça pendant toutes les campagnes, dans toutes les mairies, on va mettre en place des comités de quartier. Vous allez enfin les mettre en place à Ducos. Eh bien, la preuve. Les candidatures sont reçues, nous entendons la population, nous l'invitons à se manifester parce que je crois que précisément dans une commune où il y a des difficultés, nous devons être à l'écoute de la population qui doit aussi pouvoir déterminer ce qui est le plus important dans un quartier, par exemple. Donc c'est des projets que nous entendons lancer, nous entendons nous y tenir et le discours il n'est pas électoraliste, il n'est pas politicien non plus parce que j'ai toujours pris le parti de dire que c'est la transparence qui crée la confiance. Il faut tenir à la population un langage de vérité, non pas faire des promesses qui ne seront jamais tenues, mais être vraiment dans l'écoute, dans le dialogue, mais tenir un discours qui soit franc et sincère. Et c'est ce que je m'emploie à faire avec l'ensemble des membres de mon équipe en répondant autant que faire se peut aux remontées de la population. Et les demandes ne sont pas uniquement
budgétaires. Hein. Les demandes sont parfois tout simplement de bon sens, de proximité, des attentes auxquelles on peut répondre sans mobiliser un budget qui soit exorbitant. Il nous reste peu de temps, Willine est là. Vous faites aussi des conseils municipaux, j'ai envie de dire, tournants dans différents quartiers. Au début, ils étaient en vidéo, on les voit moins. Aujourd'hui, une explication? Alors là aussi, c'était une innovation de notre part. Nous avons décentralisé nos conseils municipaux qui se déroulent pour l'instant dans les foyers ruraux. Donc là aussi, c'était une volonté de proximité. C'est aussi un cadre qui nous permet de mieux respecter la distanciation puisque nous sommes toujours en période de Covid et nous avons une salle de conseil municipal assez exiguë. C'est vrai qu'il faudra penser aussi à ce redéploiement nécessaire à ce niveau. Donc, nous sommes en transparence et nous sommes dans la proximité avec la population. Avec les réseaux sociaux, c'est une chose, puisqu'il y a eu des lives Facebook sur les retransmissions du conseil municipal, mais nous entendons aussi engager le chantier du site internet de la ville, parce qu'aujourd'hui, la ville de Ducos n'a pas de site internet. Donc, elle a 2 pages Facebook, mais pas de site. Exactement. Donc, les pages seront fusionnées. Vous voyez, je me tiens au courant, je regarde. Les pages seront effectivement fusionnées. Il y a une page, il y a un compte. Donc, il y aura fusion pour plus de transparence à la population. Et il y aura aussi création de sites Internet. Ça a été un engagement inscrit dans les orientations budgétaires. Et nous allons nous y tenir pour apporter de l'information à la population. Willine, là, il nous reste 1 minute dans ce lundi politique. Un dernier mot. Je vous disais, certains vous voient comme tête de liste pour mars prochain. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Est-ce que ça se prépare? Est-ce que vous serez candidate pour, en tout cas, peut-être pas tête de liste, en tout cas, est-ce que vous serez candidate au moins sur une liste durant cette campagne pour la CTM? Je le dis très clairement, je ne serai pas tête de liste à la collectivité territoriale de Martinique. Je viens d'être élu maire et j'entends assumer pleinement mes fonctions. Je serai par contre bel et bien engagée dans la campagne de la collectivité territoriale de Martinique, bien entendu, avec PIA. Sur une liste? Sur la liste? Avec PIA, coprésidé par Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilon. Là aussi, c'est une innovation que nous avons portée pour mettre les égos de côté et avoir comme seul intérêt la population et notre pays Martinique en l'occurrence. PIA plus qui pour parce qu'on sait que cette élection ne se gagnera pas seule. Tout à fait. Nous allons forcément devoir composer avec nos alliés naturels. C'est évident, on ne gagne jamais seul, particulièrement dans cette élection où on l'a vu, la population a eu du mal à comprendre des alliances de second tour. Donc ce sont des choses qui se préparent et vous serez informés le moment venu. Merci beaucoup Orlinella, maire de Ducos, d'avoir été notre invité de ce lundi politique. Merci à vous pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau maire aussi du Sud. Allez, bonne soirée à tous.